On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous présente celle qui va diriger dorénavant les destinées de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Il s'agit de Suzanne Durand. Elle succède ainsi à Daniel Poulain et elle sera accompagnée par son président, le président du conseil d'administration, M. François Tremblay. Donc, dans quelques instants, on vous parle de la Fondation Santé. Mais d'abord, parlons de la grippe, l'état de la grippe, les souches, la vaccination qui est toujours en cours. Il semble que le début de l'année 2014, qu'on n'ait pas atteint ce qu'on appelle la petite pointe du mois de janvier. Donc, il semble que la situation soit relativement en contrôle. Bref, on fait le tour de la question avec Guylaine Trudel du C3S au Richelieu-Rouville. Parlons maintenant de grippe et de vaccination. Vous savez, le mois de décembre et de janvier sont souvent propices. On va voir un peu l'état de la situation ici sur le territoire du C3S au Richelieu-Rouville. Notre invité Guylaine Trudel, qui est chef d'administration au service généraux volet infirmier. Bonsoir et bienvenue. Merci. Donc, quel est l'état de la grippe dans le Haut-Richelieu-Rouville? Bien, actuellement, au niveau de la circulation du virus, on peut dire actuellement que le niveau est à la baisse. Le niveau d'activité n'est pas supérieur à ce qu'on pourrait s'attendre à l'heure actuelle. Bon, est-ce que c'est dû au fait que les gens ont reçu le vaccin ou sont en voie de le recevoir? Est-ce que déjà, avant les fêtes, vous aviez commencé la vaccination? La vaccination, habituellement, se débute depuis plusieurs années, dès le début novembre. À savoir si on va avoir eu plus de personnes cette année qui se sont faites vacciner, puis si ça a un impact actuellement sur ce qui circule comme virus, là, on va le savoir plus vers la fin de l'année. Mais je vous dirais que depuis novembre, déjà, les gens sont dans nos installations pour se faire vacciner. Donc, la vaccination se continue? Oui, oui. Habituellement, l'offre de vaccination va commencer dès novembre et peut s'étirer jusqu'en avril de l'année suivante pour l'offre en vaccination. C'est quoi l'avantage? Je donne un exemple. Disons que moi, j'ai pas eu le temps de me faire vacciner décembre-novembre. Puis là, on est rendu au mois d'avril, on va se dire l'hiver est fini, mais ça vaut-il encore la peine de se faire vacciner, même si on est rendu au mois de février, mars, avril? Oui, bien, tant et aussi longtemps qu'il y a un niveau d'activité au niveau de la grippe, puis que la santé publique ne nous dit pas d'arrêter les activités, il est toujours bénéfique de se faire vacciner. Nous, c'est sûr que, comme C3S, on encourage les gens vraiment à se faire vacciner tôt en saison. Plus vite on est immunisé par rapport à ce virus-là, mieux on est protégé aussi. Bon, on dit souvent que le vaccin est un peu basé sur celui de l'année précédente. Oui. C'est quoi le niveau de couverture? Bien, c'est dépendamment de ce qui circule. Je vous dirais qu'un vaccin, on appelle ça un vaccin, celui de la grippe, c'est un vaccin trivalent. Il est composé de 3 souches, puis celui qu'on a actuellement au niveau de la composition, il y a le H1N1 à l'heure actuelle et on sait ce qui circule actuellement, principalement et majoritairement au niveau de la grippe, quand il est diagnostiqué, c'est du H1N1. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de campagnes de publicité qui encouragent la population à se faire vacciner contre la grippe cette année. Là, on sait qu'il y a une bonne couverture, le vaccin, cette année. Bon, parce que dans l'actualité, on l'a vu il y a quelques semaines, notamment, je pense que c'est en Alberta, oui, où il y a eu des cas de H1N1. Là, les gens se sont dit, bon, c'est en Alberta, aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup. Est-ce qu'il y a des risques? Même, j'ai vu dans mon entourage un couple d'amis dont l'enfant est relativement jeune. Et l'enfant, comme on dit, est tombé au combat très rapidement et le diagnostic a été apposé. L'enfant n'avait pas été vacciné en tant que tel. C'est quoi les conséquences quand on attrape un virus comme celui-là, bon, bien, et si on n'est pas vacciné? C'est sûr que l'influenza, ceux qui l'ont eu vont toujours s'en souvenir toute leur vie. Oui, ça a l'air que c'est terrible. Oui, c'est épouvantable, la période dans laquelle ça va se manifester parce que les symptômes vont se présenter pas comme un rhume habituel. Un rhume habituel, on va commencer à sentir quelques malaises, puis à un moment donné, on va commencer à penser peut-être qu'on fait un rhume. OK? Puis souvent, les gens vont confondre le rhume et la grippe. Tandis que la grippe, lui, l'apparition des symptômes est très, très soudaine. OK? Et elle est très, très intense aussi. On va souffrir de fortes douleurs musculaires. On va avoir de la fièvre. On va avoir le nez qui coule, on va avoir plein de symptômes par rapport à ceci, mais de façon très, très intense, puis très marquée avec un manque d'énergie. Quand on vaccine aussi, nous, on recherche les groupes vulnérables.
OK? Puis là, vous me parlez d'un petit enfant qui a même, attrapé. Puis même, il y a un autre, je vous dis ça comme ça, les gens qui veulent vraiment obtenir de l'avantage, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a eu il y a quelques semaines dans la presse un texte de Mylène Moisan, qui est une journaliste, dont son propre enfant a contracté le virus. Elle a écrit un texte assez incroyable. Donc, si vous faites une recherche sur Google, faites grippe H1N1, Mylène Moisan, la presse, là, et allez lire ce texte-là. C'est un exemple. Là, je l'ai lu, il était très intéressant, effectivement, puis il représentait bien un groupe vulnérable vers lequel on va favoriser la vaccination et qui n'est pas vacciné. OK? Donc, l'intensité lorsqu'on attrape la grippe à ce moment-là, chez des groupes vulnérables, est beaucoup plus importante en termes de symptômes, OK? Et les conséquences sont beaucoup plus graves chez ces personnes-là, OK? Lorsqu'on voit, en termes de conséquences, c'est des gens qui vont être obligés d'être hospitalisés et en plus vont probablement développer des pneumonies et vont être très, très à risque là, pour des complications très sévères aussi. Mais les clientèles vulnérables, c'est quoi? Bon, les personnes âgées, les asthmatiques, les jeunes? On a les 6-23 mois. OK. On a aussi les femmes enceintes, indépendamment du stade de grossesse. On peut être vacciné même durant la grossesse? Oui, indépendamment du stade de grossesse. On a les personnes atteintes de maladies chroniques. Les gens qui seraient intéressés de savoir s'ils sont, ils font partie des critères, mais je les invite à aller voir, consulter notre site là, sur Infogrippe. Ils sont tous bien détaillés. On a aussi les personnes âgées là, de plus de 60 ans. Et les gens qui sont qu'on appelle un peu la fratrie, qui sont appelés à être en contact avec ces différents groupes vulnérables-là. Dans un C3S comme le nôtre, on peut vacciner combien de personnes dans une année? C'est des milliers de personnes? On peut en vacciner beaucoup, beaucoup. Je vous dirais que cette année, notre offre, là, on va le voir plus à la fin mars, avec votre bilan? Avec notre bilan, mais à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on a eu une augmentation au niveau de la demande. Ah oui? Oui. Ah oui. Ce qui est facile maintenant, on a un site Internet pour prendre qu'il y avait pour la prise de rendez-vous. Cette année, on a donné plus de 18 000 rendez-vous auprès de la population. Je vous dirais que sur les 18 000, ce n'est pas tout le monde qui se présente, là, mais on a quand même un taux de présence assez important. Bon, avez-vous, parce qu'on sait que les infirmières sont une denrée rare, avez-vous suffisamment de personnel pour vacciner tout ce monde-là? Oui. Je vous dirais que maintenant, il y a bien une bonne définition du rôle. OK? On sait que l'infirmière, c'est une denrée quand même assez rare là, actuellement. Il faut l'utiliser à bon escient. Si la vaccine n'avait pas d'autre chose. C'est ça. Donc, mais nous, nos infirmières sont utilisées principalement pour faire l'évaluation. Donc, on n'en a pas besoin d'une grande quantité quand on fait des cliniques de masse. Et on utilise à grand escient là, de façon importante les infirmières auxiliaires. C'est elles qui vont procéder à l'acte de vaccination auprès de la population. Bon, donc, si on dit que le niveau de grippe est relativement bas ici dans notre région, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on est mieux que certaines régions au Québec? Je sais pas, la santé c'est à peu près publique, le même. Ça se ressemble. C'est pas mal la même chose là, au niveau du Québec actuellement. On attendait un pic vers la fin janvier, début février, qui n'est pas en train actuellement de se positionner encore. Là, mais je vous dirais que souvent, les gens ils font l'erreur de ne pas se faire vacciner. Puis là, quand on commence à en parler aux nouvelles, décide de se faire vacciner, il faut être conscient que l'immunité va se produire de 1 à 2 semaines après la vaccination. Fait que souvent, les gens à tort se font vacciner un peu trop tard aussi. Est-ce qu'il y a des complications? Je sais qu'il y a encore une fois des gens qui sont sceptiques à l'égard des vaccins. Ils se disent bien des choses, mais ultimement, là, par exemple, chez vous, là, si vous vaccinez, je ne sais pas moi, 15 000 personnes, là, sur 15 000 personnes, est-ce qu'il y a des complications ou si généralement vous avez une note parfaite? C'est très rare, là. Je vous dirais en termes de réaction sur les sites de vaccination, oui, c'est extrêmement rare. Puis de toute façon, on a les mesures là, sur les sites là, pour réagir là, immédiatement s'il y en a. Là. Bon. Quelqu'un, évidemment, qui n'est pas vacciné, qui pense avoir contracté la grippe, l'influenza ou H1N1, appelons-la comme on veut, il fait quoi, là? Bien, je vous dirais, moi, je serais une personne à la maison, puis je veux savoir quoi faire. Premièrement, moi, j'inviterais les gens à consulter notre site. On a une aide à la décision sur le site qui explique comment, dépendamment du symptôme, comment réagir, puis quand aller consulter aussi. Si cette aide à décision-là ne nous satisfait pas en tant que tel et on a besoin d'avoir quelque chose de plus spécifique, c'est sûr qu'on a un très bon réseau en termes de 811 au niveau InfoSanté pour la clientèle. On les invite à consulter là, InfoSanté aussi. Là, parce que se présenter à l'urgence, est-ce que c'est l'ultime? Est-ce que c'est une bonne idée? En même temps,
on peut attendre quelques heures puis être accompagné de C'est gens ça. qui sont très malades. Donc, c'est Oui. peut-être pas toujours le meilleur. Non, c'est ça. Fait que moi, je conseille aux gens d'aller par étapes, de regarder l'aide à la décision, après ça, de regarder avec le 811. Puis eux autres, à ce moment-là, vont être en mesure de vous diriger, puis de vous aider aussi à prendre la bonne décision, à savoir, bon, est-ce que je dois continuer d'être à la maison ou aller consulter à l'hôpital? Parce que c'est sûr qu'en termes d'aide à la décision, il y a des gens, par rapport à leur vulnérabilité, quand on pense aux jeunes enfants, qui vont se déshydrater facilement ou ceux qui sont atteints de maladies chroniques, à ce moment-là, ça ne sera peut-être pas nécessairement le niveau, à un certain niveau, on va leur dire, bien, oui, effectivement, tu devrais te présenter à l'urgence pour tel symptôme. Là. Bon, pourquoi il faut se faire vacciner à tous les ans? Parce que ce qu'on a reçu l'année d'avant, c'est plus bon. Les souches ont changé. C'est ça. Est-ce qu'ils changent tant que ça, les souches? Bien, à chaque année, c'est une recette différente qui nous arrive. Donc, c'est pour ça qu'il faut reproduire la vaccination là, annuellement. C'est vraiment le critère, là. Oui. Parce que les nouvelles souches, évidemment, peuvent se développer. On n'est jamais aussi à l'abri d'une crise comme on a vécu à l'époque avec le H1N1. C'est ça. Le H1N1, ce qui était nouveau en 2009, c'est que on n'avait jamais été confronté notre organisme humain n'avait jamais été confronté avec ce type de virus-là. Fait que c'est pour ça que ça l'avait pris un peu comme une démesure là, par rapport à ce type de virus-là à ce moment-là. Donc, il n'est pas trop tard pour prendre des rendez-vous. Consulter le site Internet qui est infogrippe.ca, quelque chose comme ça? C'est ça. On avait pris beaucoup de la formule sur rendez-vous. Actuellement, la prochaine date, c'est le 6 février, puis on a pris une nouvelle option là, pour plus qu'actuellement en termes de ressources. On est allé pour le 6 février. C'est en sans rendez-vous à ce moment-là au niveau du CLSC de Saint-Jean. Guylaine Trudel, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on reste dans le domaine de la santé. On vous parle de la Fondation et on vous présente la nouvelle directrice générale. La Fondation Santé au Richelieu-Rouville a maintenant une nouvelle directrice générale en la personne de Suzanne Durand. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Accompagnée de votre président de conseil d'administration, François Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant de commencer avec vous, je vais commencer avec M. Tremblay parce que, effectivement, Daniel Poulain, qui est votre prédécesseur, a été là quand même pendant un certain nombre d'années. Bon, il a quitté pour aller vers une autre organisation. Au moment où ça arrive, comment réagit le conseil d'administration? Quand votre DG vous dit, bien, écoutez, je m'en vais dans quelques semaines, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les premiers gestes? Le premier geste, la première personne qui l'a su, c'est moi. Parce que Daniel, le lendemain du tournoi de golf annuel, est venue me rencontrer pour m'annoncer qu'elle nous quittait. Je ne m'attendais pas à une année de présidence aussi mouvementée, parce que Daniel, comme tu viens de le dire, était avec nous depuis près de 10 ans. Ouais. Donc, elle tenait les guides comme il faut de la Fondation. Alors, comment qu'on réagit? Bien, on convoque un comité exécutif très rapidement et un CA par la suite pour annoncer, puis planifier comment va se faire la relève. Bon. Et là, vous êtes allé quoi, en processus de candidature? Vous avez affiché le poste, chasseur de tête? Bon, chasseur, il n'aime pas le terme chasseur de tête, il n'aime pas ça quand il s'appelle comme ça, c'est des chasseurs de talent. Oh, c'est beau, ça, je vais le retenir, ça. Oui. Okay. Et c'est la décision qu'on a prise. Parce que ça reste que c'est un domaine assez particulier, la philanthropie. Fait qu'on ne voulait pas afficher un poste général dans les journaux puis se ramasser avec différentes candidatures. Fait que le chasseur de talent a contacté, lui a mis de la publicité dans différents sites spécialisés. Dans son réseau à lui. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a parlé ou contacté au-delà de 90 personnes. Wow. Et il a fait des prix-entrevues, puis après ça, c'est le cheminement normal. Il vous a recommandé Mme Durand? Ça ne s'est pas fait exactement comme ça. On a fait former un comité de sélection. Puis il y a eu deux séances d'entrevues.
Puis Mme Durand, ben, on l'a choisi. Et pourquoi l'avoir choisi? C'était quoi l'élément important dans la décision de votre comité? On vous parlera sûrement de son parcours, qui était, malgré qu'il n'était pas strictement orienté vers la santé, mais il était dans la philanthropie à différents niveaux. Et la personne humaine de Suzanne nous a épatés aussi, là. Madame Durand. Oui. D'où venez-vous? D'où je viens. Ça, c'est une question compliquée. Mais si on parle pour de la philanthropie, bien, ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans que j'en fais. Là. Je peux me permettre de dire ça maintenant. Mais mon parcours, c'est à Ottawa, à Montréal, c'est dans le milieu universitaire, dans le milieu culturel beaucoup, à Centraide du Grand Montréal. Mon Dieu, à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas aussi, où ça se compare un peu, en fait, un C3S, il y a un fonctionnement qui se compare. Donc, ça, c'est le parcours que j'ai. Puis j'ai eu, je dois dire, à travers ces années-là, des bons mentors aussi. Donc, votre dernier emploi était à quel endroit? En fait, j'étais travailleur autonome. Alors, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur culturel jusqu'à il y a 12 jours. Voilà. Quand le chasseur de tête vous a contacté, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, il vous a expliqué que la Fondation ici cherchait une DG ou un DG. Oui. C'était quoi votre réaction? Un beau hasard, en fait, je dois vous dire, parce que j'étais en réflexion, justement. J'avais fait le tour de la culture, puis j'avais le goût de travailler pour une cause qui venait me chercher un petit peu plus, c'est-à-dire qui était plus large, plus près des gens, si je puis dire. Puis, je visais ça, la santé, les soins palliatifs, quelque chose dans le style. Et puis, c'est arrivé par hasard et c'était vraiment un heureux hasard. Bon, M. Tremblay, c'est quoi le défi ou les défis pour la nouvelle DG? Parce que là, on connaît un peu l'historique de la fondation de l'hôpital qui est devenue la fondation Haut-Richelieu-Rouville, parce que ça englobe le territoire du C3S. Vous avez un plan stratégique, il y avait l'objectif du fameux 5 ans, les revenus ont quand même beaucoup augmenté, il y a beaucoup d'activités durant l'année. Est-ce que là, pour vous, c'est l'occasion aussi de refaire une nouvelle planification stratégique avec une nouvelle direction? Oui, c'est sûr que le moment est opportun, puis de toute façon, si Daniel était resté avec nous, il y aurait eu quand même cette réflexion-là, parce que, comme tu viens de le mentionner, la campagne de 12 millions, la campagne majeure, on est à mi-chemin au niveau de la collecte de fonds, mais les engagements sont pratiquement tous pris. C'est sûr qu'il faut penser au futur, parce qu'on pense qu'il va peut-être avoir un ralentissement ou une baisse de nos revenus si on ne réagit pas. Certaines activités sont rendues à leur maturité, même peut-être passée. On a une réflexion à faire sur ce qu'on garde, de quelle façon on le fait, est-ce qu'on garde les mêmes activités mais d'une façon différente. Fait qu'il y avait une réflexion, puis ça donne bien. Avec une nouvelle DG, bien, elle n'est pas pris dans ses anciennes habitudes. Tout est sur la table. D'ailleurs, je te l'ai dit avant l'entrevue, on a un lac à l'épaule qui est déjà prévu le 27 février prochain, de sorte qu'on puisse arriver avec les conclusions pour l'Assemblée générale qui va avoir lieu le 28 avril. Bon, vous, Mme Durand, comment vous voyez ça, une fondation santé avec un hôpital, un CLSC, des CHSLD, etc.? Vous avez probablement déjà regardé un peu ce qui s'est fait par curiosité et tout ça. Donc, de quelle façon vous voyez ce qui a été fait et ce qu'il y a à faire? C'est quoi votre vision? Bien, d'ordinaire, peu importe où on se trouve en collecte de fonds, les gens sont allés vers les choses qu'ils connaissent le mieux. Et souvent, quand on arrive dans leur position, on voit ce qui n'a pas été fait. Et c'est à peu près la même chose. Donc, on peut voir qu'il y a des secteurs d'activité qui n'ont pas été touchés. Dans ce cas-ci, par exemple, aussi, il y a des individus, parce que de façon, au niveau des statistiques, les individus donnent quand même une proportion plus grande que les entreprises, malgré ce qu'on peut croire parfois. Donc ça, c'est un secteur auquel on doit toucher aussi. La population, mais la population est quand même au rendez-vous. Bon, on le sait évidemment dans le domaine de la philanthropie, on ne réinvente pas la roue, mais bon, c'est un tournoi de golf, puis c'est un gala, puis c'est un tirage, puis c'est un défi, puis après ça, c'est les gens qui font des dons par la poste. Bon, on ne peut pas réinventer la roue dans la sollicitation. Non, c'est ça. Alors, ce qui est important, c'est que chaque activité, justement, quand on va les analyser, c'est de maximiser. Est-ce qu'on met trop d'énergie sur l'activité pour la rentabilité? Et ça, c'était mon autre question. Parce que très souvent, quand on fait des entrevues avec les organisations, on le voit, on dit, bon, bien là, on met sur pied une nouvelle activité.
Puis là, on se rend compte qu'on a mis des centaines d'heures en bénévolat là-dedans, puis que ça a rapporté 1000 $. Là, hein? Là, tu dis, ça n'a pas de sens. C'est ça. Il est mieux de faire moins d'activités, mais qui soient plus payantes. Puis... Il y a des activités dans ce genre qui sont justifiables. Par exemple, si on veut rejoindre un grand public, l'idée, c'est de toujours être présent dans la tête des gens. Donc, par exemple, l'auto-santé, c'est un bon exemple de ça. On est près des gens, on est partout. Ça rapporte quand même assez, mais ça ne rapporte pas autant qu'un gros événement bénéfice, par exemple. De mémoire, M. Tremblay, la grosse portion d'entrée d'argent chez vous, c'est la sollicitation postale, principalement, hein? C'est quand même un gros morceau. Un gros morceau, hein? Oui, après la grande campagne, effectivement. Après la grande mais il y a campagne, aussi une campagne corporative qui est en continu, qui rapporte aussi bon, et ça, c'est l'autre question. Comment voyez-vous le fait de tisser des liens dans la communauté avec les gens d'affaires, le volet corporatif, afin, évidemment, parce que c'est une source de revenus importante aussi, de tisser des liens avec la communauté, avec des familles qui sont implantées, qui sont dans le domaine des affaires. On l'a vu dans les dernières années, je ne vais pas mettre la famille Paquette de Pasquier, Barnabé avec les autos, Étier, peu importe. Bref, on tisse des liens dans une communauté pour, effectivement, aller chercher des sous pour la Fondation. Là. Donc, il faut toujours être présent. Alors, je reviens à l'auto-santé comme exemple. Défi Je bouge, je pense que c'est un excellent exemple. Il faut toujours être présent dans l'esprit des gens. Puis c'est pour ça qu'il y a différents types d'activités. Dans le contexte de la campagne unie, par exemple, on a invité les gens à organiser des événements auxquels eux-mêmes ont songé pour remettre les bénéfices à la Fondation. Et puis ça, c'est ça. Il ne faut jamais disparaître, en fait. Mais il faut... regarde, tu as mentionné la famille Paquette pour Pasquier. Mais c'est peut-être le meilleur exemple. Ils nous ont dit, on va vous donner un coup de main, on va faire une soirée gourmande. On va en faire une. Puis là, cette année, ça va être la 3e. Fait que ce qu'il faut, c'est des nouvelles activités ou impliquer d'autres gens pour avoir des réseaux différents aussi. Parce qu'on se rend compte qu'on dans la communauté, on est toujours dans notre réseau immédiat. C'est sûr, on sollicite toujours le même monde. Fait que quand tu amènes un monsieur Paquette ou la famille Paquette qui va chercher ses fournisseurs, mais là, on élargit. On appelle ça pomper de l'argent de l'extérieur. Ouais. Non, mais c'est ça, dans le fond, l'activité de Pasquier, c'est ça, c'est les fournisseurs de Pasquier qui contribuent. Donc, c'est de l'argent extérieur à la région. Donc, on ne sollicite pas toujours le même monde. Là. Puis c'est aussi de toujours rappeler ce à quoi l'argent va servir. Ultimement, c'est toujours à la collectivité. Puis on sait que le C3S couvre large, donc c'est pour toute Oui, puis là, il y a la des travaux, on le sait, l'hôpital va pratiquement doubler de superficie. Bon, il y a toutes sortes de projets de rattachés à ça. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de la région? Qu'est-ce que je connais de la région? Bien, en fait, je n'habite pas très loin d'ici, mais je la découvre. Je dois dire que je la découvre, mais l'accueil est franchement très agréable et ça fait chaud au cœur. Je veux dire, je ne m'attendais pas à autant un accueil aussi chaleureux. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est dire que les gens sont très... je trouve que les gens sont très solidaires. Ça, c'est ma première impression, en tout cas du moins dans le C3S. Et de découvrir ça, certainement, pour la Fondation, puis ce qu'elle a à faire, à savoir chercher des fonds, c'est un gros plus. Mais sur la région, bien, on est de long de l'eau et c'est encore merveilleux. Quand on sollicite, est-ce qu'on a l'impression des fois de quêter? Non. En ce qui me concerne, jamais. Non, jamais. Pour moi, c'est... parce que quand on a le bon argument, quand on sait ce pourquoi on demande des sous, on n'a pas l'impression de quêter, on a l'impression de demander des sous pour faire une différence dans la vie des gens, dans le contexte du C3S, évidemment. Et M. Tremblay, au fil des ans, la Fondation a fait une pas pire différence, là. Quand on regarde tous les achats, puis les trucs, les services, les investissements qui ont été faits. Encore cette année, nos résultats sont préliminaires, mais on va avoir un revenu net de 2,4 millions. Fait que c'est 2,4 millions. Puis là, on met ça quoi dans la maison des naissances? On achète un truc? C'est ça. Puis on réserve 5 millions pour justement l'agrandissement de l'hôpital. Ça, c'est un engagement qu'on a drôle. Bon, le premier projet majeur que la Fondation de l'hôpital avait eu dans le temps, on avait mis ça sur pied, c'était l'achat du scanner. Pendant des années, on disait, hey, on va acheter un scanner. Puis là, ça doit faire 20 ans qu'il est installé, ou à peu près. Là. Mais c'était le gros morceau que la région voulait avoir parce que les gens étaient contraints d'aller à Montréal pour obtenir des services. Puis on le sait comment c'est complexe, là, les déplacements à Montréal aujourd'hui. Le bassin de population grossit, donc il y a une explosion démographique, il y a l'étalement urbain qui est à son meilleur. Bref, il y a du monde sur le territoire. On croit 20 de la population depuis 9 ans, je pense, ou quelque chose comme ça.
Bien, on va vous souhaiter un bon mandat. Merci beaucoup. Est-ce que le président va être un petit peu plus tranquille? Ou... Le président, Le président, il a dû travailler un peu cet automne. Oui, mais le président, déjà, c'était une année un petit peu spéciale parce que j'ai complété, en fait, mon prédécesseur a fait 1 an et demi. Moi, j'achève mon année et demie. Puis là, on ne le sait pas pour l'année prochaine. On essaie de le convaincre de Puis là, rester quand le un petit DG peu plus part, longtemps. bien, la permanence réfère à qui? Au président. C'est ça. Vous êtes content d'avoir une DG, là, c'est ça? Oui, mais disons que là, il faut travailler en duo, là, jusqu'à temps qu'elle puisse aller toute seule. Voler de ses propres ailes. Voilà. C'est ça. Bien, merci beaucoup, bon mandat. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente, bien sûr, notre Babière quotidien. On vous rappelle que Bassin en Fête a mis sur pied une nouvelle activité l'hiver qu'on appelle Alcool et saveurs. Il y a des ressemblances à ce qu'on a généralement à la Fête du travail qui est bière et saveurs. Là, on est en hiver, c'est Alcool et saveurs et ça se tient toujours dans le pourtour du fort de Chambly, donc les 31 janvier, 1er et 2 février. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et bien sûr, on peut voir en action vos élus, le nouveau conseil, le nouveau maire, bien sûr, à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme son nom le dit. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matins en direct à 9h30. Et pour acheter vos livrets, vous pouvez vous présenter. Il y a 35 dépositaires sur le territoire des MRC au Richelieu et Rouville. Et pour connaître la liste, allez sur le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même. Télé du Richelieu, voici nos coordonnées. Pour me joindre par courriel, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Également notre site Internet pour voir et revoir les entrevues. Également, je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi bien sûr, et aussi en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.